Allez, c'est parti. Bonsoir tout le monde et merci d'être là pour le dernier webinaire de cette semaine et Ouais. le dernier Vous avez pour pris nous quoi pour l'instant? de, de, de confinement. Allez, je coupe le son à tout le monde. Voilà, Vas-y, n'hésite pas. ça y est, je vous ai coupé, hein. Il n'y a qu'un Claire qui a le droit de parler. Donc, je suis heureuse de présenter Claire pour ceux qui ne la connaissent pas. Malgré son jeune âge, elle a 15 ans d'expérience en implantologie avec activité exclusive. Elle a un postgraduate en pério-odontologie et implantologie de New York, diplôme universitaire d'implantologie de Strasbourg. Elle est présidente d'une association de formation d'implantologie, le SKID pour ne pas le nommer, et membre du bureau de l'association française d'implantologie. Et je dois encore oublier des choses. Si c'est le cas, Claire, tu peux démentir mes propos. Non, Mais non, en non, tout cas, c'était parfait, je pense que ça suffit. interdit. Donc, je me tais. Je mets en silencieux tout le monde, sauf toi. Oui, Et je prie, s'il vous plaît, donc les personnes qui se connectent, de éteindre leur caméra. Comme ça, on va avoir meilleur son et meilleure image. Et j'appuie sur enregistrer, hein, donc ne t'étonne pas. Il y aura pas de une souci. petite musique. Ça marche. This meeting is being recorded. Merci Anna, bonjour à tous, merci pour votre présence. Merci aussi à Julien et à toute l'équipe de Dimer Biomet d'avoir organisé ces webinaires de confinement que je vais donc clôturer ce soir en vous faisant une présentation qui se veut assez simple des bases des lambeaux et des sutures en chirurgie orale. Alors, je vais d'abord vous parler du matériel nécessaire à notre disposition. Il existe différents types de lames, fils et aiguilles. Pour les lames, je vous conseille vivement d'utiliser des lames jetables à clipser sur des manches de bistouri stérilisables comme par exemple celui-ci, qui auront un pouvoir de coupe meilleur que les lames de bistouri jetables. Je n'évoquerai pas. En lame jetable, celles qui pourront vous être utiles sont tout d'abord la lame 15, qui est la lame de toutes les situations. La lame 12 est intéressante avec sa courbe en forme de faucille pour les secteurs difficiles d'accès ou les zones distales comme les régions tuberositaires ou les faces distales des dents postérieures. La lame 11 pourra être utilisée éventuellement dans les zones antérieures, mais pour lesquelles la lame 15 fait aussi très bien l'affaire. Alors, moins connu mais très pratique, les lames coudées. Coudées, comme vous le voyez sur les deux photos en bas, dans le plan frontal ou sagittal, qui s'utilisent sur des manches spécifiques, comme celui-ci, et que mon père, avec qui je travaille depuis 15 ans, ça je ne sais pas si tu l'as précisé Anna, que mon père donc appelle les lames à tirer dans les coins. Parce qu'avec ces lames, on peut vraiment faire des incisions précises dans des endroits inaccessibles à toutes les autres lames. En ce qui concerne les fils, vous avez le choix entre les fils résorbables et les non résorbables. Il faut savoir que les fils résorbables se résorbent par hydrolyse et que cette hydrolyse va être responsable d'une réaction inflammatoire, qui sont à éviter pour une chirurgie qui présente un risque important d'infection ou si le contrôle de plaque n'est pas bien géré. En fonction du type de fil, ils mettront entre 10 jours et 1 mois à se résorber. Ensuite, le fil peut être tressé ou monofilament. Comme vous pouvez le voir sur l'image à gauche, les fils tressés représentent un assemblage de nombreux monofils fins organisés en une tresse, ce qui leur permet d'être souples et résistants, mais qui a pour inconvénient de permettre une adhésion plus importante à la plaque bactérienne. En général, quand on débute en chirurgie, on aime bien les fils tressés parce qu'ils sont assez simples à manipuler, avec un blocage du nœud plus facile. Les monofilaments, ici représentés par l'image de droite, forment un cylindre compact qui offre une très faible adhésion de la plaque bactérienne, une bonne résistance et une glisse intratisculaire qui sera atraumatique. Alors c'est sûr, la manipulation de ces fils demande un peu plus de dextérité, mais une fois qu'on sait les manipuler, franchement, on ne peut plus s'en passer. Alors, je reviens juste sur la dia d'avant, je n'y arrive pas, je vais faire autrement. Pardon. Oui, parce qu'il y a différents
diamètres aussi de fils qui sont disponibles. Alors, en chirurgie dentaire, on utilise en général du 7-0, 6-0, 5-0, 4-0 ou 3-0. Le 5-0 étant un bon compromis, ni trop gros, ni trop fin. Il faut savoir que plus on diminue le diamètre du fil, plus on diminue le traumatisme tissulaire et donc on améliore la cicatrisation. Le 5-0 et le 6-0 pourront être utilisés en chirurgie minimalement invasive et le 7-0 sera plutôt réservé pour la microchirurgie. Deux longueurs de fil existent, à choisir en fonction de l'acte et de vos préférences. Alors ensuite, pour les aiguilles, vous avez à votre disposition différents types en fonction de leur forme. D'une part, la forme de l'aiguille en coupe. Elle peut être triangulaire, avec une pointe et un corps tranchant, ce qui permet une très bonne pénétration dans les tissus, mais qui a l'inconvénient sur une gencive fine de provoquer un risque de déchirure. Sinon, elle peut être ce qu'on appelle taper cut, c'est-à-dire avec une pointe triangulaire et un corps rond, ce qui va permettre une bonne pénétration, mais sans risque de déchirement, donc à privilégier. Pour terminer, vous aurez le choix entre deux types de courbure de l'aiguille, demi-cercle ou 3/8, à choisir en fonction de l'accessibilité du site. L'aiguille demi-cercle est à privilégier pour les accès réduits et la 3/8 pourra être utilisée dans toutes les autres situations. Alors, on va rentrer maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet. Je vais vous parler des incisions. Alors, il faut vraiment garder en tête que l'intégration esthétique et biologique de nos implants est conditionnée dès le début par des incisions appropriées. La chirurgie micro-invasive, c'est-à-dire des lambeaux moins étendus et un décollement à minima, s'est beaucoup développée ces dernières années pour optimiser la cicatrisation et réduire les suites post-op en réduisant le trauma per-op. Les incisions sont devenues moins étendues, plus précises et les techniques de suture aussi plus respectueuses de la vascularisation et de la tension des lambeaux, ce qui réduit les complications per et post-op et optimise donc la cicatrisation. Il est essentiel de réfléchir à son tracé d'incision avant de commencer la chirurgie. Le choix du tracé d'incision est gouverné par l'objectif de l'intervention et la nature du biotype parodontal. Un parodonte épais va permettre la réalisation d'une incision basique dans le sulcus, alors qu'au contraire, un parodonte fin va plutôt nécessiter une incision parasulculaire à distance des papilles pour éviter de léser celle-ci. Avec un parodonte épais, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en réalisant une incision de biais plutôt que perpendiculaire à l'os, ça va permettre de recouvrir plus facilement l'os sous-jacent au moment des sutures. Un autre paramètre à prendre en compte, quelle est l'étendue de ce que je dois visualiser en fonction du but de l'intervention. Poser un implant, faire une greffe, nettoyer un défaut, c'est ce qui va conditionner l'étendue du lambeau et l'utilisation ou non d'incision de décharge. Alors, différents points importants sont à respecter et à retenir. L'incision doit être linéaire, franche, bien au contact osseux et unique. On ne repasse pas plusieurs fois au même endroit. On fait une incision de pleine épaisseur dès le départ. Il ne faut pas être hésitant, d'où la nécessité d'avoir réfléchi à son tracé d'incision avant de poser la lame sur la gencive. On limitera autant que possible les incisions de décharge qui coupent une partie de la vascularisation et donc diminuent la qualité de la cicatrisation. Le décollement doit être suffisant pour avoir une bonne visualisation sans avoir besoin de tirer sur les tissus pour bien voir, sinon vous risquez de déchirer la gencive, ce qui n'est pas le but. Il faudra évidemment éviter les obstacles anatomiques comme les nerfs, les gros vaisseaux, etc. Et les traits d'incision doivent être à distance du foyer implantaire, préserver au maximum les papilles et conserver un tissu kératinisé périimplantaire. En fonction de tout ce que je viens de vous dire, vous aurez le choix entre 3 tracés d'incision. Si le volume osseux est suffisant et que le parodonte est sain et épais, l'incision pourra être sulculaire, avec une incision crestale décalée,
et sans incision de décharge, comme schématisé au trait vert là sur ce dessin. Si le volume osseux est insuffisant, mais que le parodonte est épais, l'incision, comme ici schématisé en rouge, pourra être sulculaire, toujours avec une incision crestale décalée, mais avec des incisions de décharge qui permettent de tracter le lambeau sans le déchirer pour visualiser le défaut. En revanche, si le volume osseux est insuffisant et que le parodonte est fin, il vous faudra réaliser une incision parasulculaire, comme ici vous voyez le trait bleu, à environ 1 mm du sulcus, en tout cas pas moins, de manière à préserver les papilles. Et toujours une incision crestale décalée, avec en plus des incisions de décharge. Alors, quelques photos pour illustrer ces différents cas de figure. Ici, une fois l'extraction réalisée, on sent avec la curette le défaut qui avait été visualisé antérieurement sur le cone beam. Vous voyez là sur la première photo, on devine la curette sous la gencive. Donc là, on a un volume osseux insuffisant, mais un parodonte qui est épais. L'incision sera donc sulculaire, avec l'incision crestale décalée et des incisions de décharge. Vous voyez ici le cas suturé. Pour ce cas, le volume osseux est insuffisant à la pose d'un implant et nécessite une greffe préalable. En plus d'un parodonte fragile et du fait que l'on se retrouve en secteur antérieur, l'incision a donc été réalisée en parasulculaire, à distance des papilles et avec des incisions de décharge. Il faut savoir qu'une incision de décharge, si elle est bien réalisée, n'aura aucune incidence esthétique après cicatrisation. Regardez ici ce secteur 22. Voilà 2 mois après la greffe. Les incisions de décharge sont invisibles. En distal, on devine encore un petit peu le départ de cette décharge, mais ça disparaîtra rapidement par la suite avec un brossage approprié. Alors, je voulais juste revenir sur l'incision décalée. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça apporte? L'incision décalée, c'est une incision qui ne se fait pas au milieu de la crête, mais légèrement décalée en direction palatine ou linguale, de manière à faire une translation de gencive kératinisée en vestibulaire. Elle pourra être faite de manière plus ou moins décalée palatinement ou lingualement en fonction du besoin de gencive kératinisée à déplacer. Grâce au potentiel fibrogénique de l'os, celui-ci va pouvoir recréer de la gencive attachée si les berges des lambeaux sont de la gencive kératinisée. Regardez par exemple ici. Si l'incision avait été faite sur la crête, on se serait retrouvé dans la gencive libre vestibulaire. Donc, par le simple fait d'avoir fait notre incision plus lingualement, la mise en place de la vis de cicatrisation va permettre de repousser la gencive kératinisée en vestibulaire et de laisser au potentiel fibrogénique de l'os recréer de la gencive kératinisée sur la crête. Ici, 2 points de suture simples et non jointifs vont permettre une cicatrisation de seconde intention et un regain très important de gencive kératinisée sur une crête au départ fine, sans avoir recours à aucune greffe de tissu. Vous voyez ici un autre exemple similaire, incision décalée, point de suture lâche. Ici, on avait simplement mis un petit peu d'une petite éponge de collagène, un peu de pangène en dessous. Et à 6 mois, l'os a recréé de la gencive kératinisée. Alors, ça implique des conseils de brossage stricts et un suivi du patient. Le patient ne devra pas brosser la zone pendant quelques jours. On lui demandera simplement de faire des bains de bouche. Puis, après quelques jours, il pourra commencer à brosser très légèrement, comme un massage en fait, avec une brosse à dents post-opératoire 7/100, trempée dans du bain de bouche dilué. Après environ une dizaine de jours, le brossage pourra commencer à être un petit peu plus vigoureux, mais toujours avec la brosse à dents post-op et le bain de bouche dilué. Une fois la zone moins sensible, c'est-à-dire vers 15-20 jours post-op, le patient pourra reprendre un brossage classique avec sa brosse à dents habituelle et du dentifrice. Et à ce moment-là, ne pas hésiter par contre à bien brosser pour stimuler la cicatrisation des tissus.
Et c'est comme ça que vous obtiendrez des résultats tels que celui-là. Encore un dernier exemple, vous voyez la crête de départ là qui est très fine. Et avec cette technique simple, du fait que la crête osseuse en dessous est large, à 2 mois, on obtient un gain de plus du triple du volume de gencives kératinisées qu'au départ. Maintenant, les sutures. Alors, il faut garder à l'esprit que même si c'est la dernière étape de l'acte chirurgical, c'est une étape essentielle qui va être capitale pour la pérennité de tout ce qui a précédé. Ce qui est dangereux, c'est qu'arrivé au moment des sutures, souvent on est fatigué, le patient est fatigué et la tension se relâche. Alors il faut vraiment rester concentré jusqu'au bout et ne surtout pas négliger cette étape. L'objectif des sutures va être en premier lieu de positionner les tissus à l'endroit souhaité. Ça paraît évident, mais j'insiste là-dessus, si une fois que le point de suture est fait, la gencive n'est pas placée comme vous auriez voulu qu'elle soit, coupez le nœud et recommencez. Elle ne va pas cicatriser comme vous l'espérez si dès le départ, elle n'est pas dans la bonne position. Les sutures permettront un rapprochement et une immobilisation des tissus pour assurer la protection mécanique et biologique du site opératoire. Elles permettront aussi de prévenir une éventuelle hémorragie post-op en maintenant le caillot, d'éviter la contamination de la plaie par des débris alimentaires et de réduire le risque de fuite de biomatériaux. Il existe une multitude de points de suture possibles, mais certaines précautions sont communes à tous. Le point d'entrée de l'aiguille doit se situer à 2 mm minimum des bords du lambeau pour éviter un risque de déchirement, et de préférence dans la muqueuse kératinisée, qui représente une résistance mécanique plus importante que la muqueuse alvéolaire. Il faut, si possible, commencer la suture par la partie mobile, c'est-à-dire le lambeau, en direction de la partie fixe non décollée. Il faut imprimer un mouvement de rotation à l'aiguille quand elle traverse la muqueuse pour éviter les déchirements par traction. Il est essentiel de réaliser des nœuds à plat, sinon ils vont se défaire par la suite. C'est là que les fils tressés sont plus faciles d'utilisation que les monofilaments, parce qu'un fil tressé dont le nœud n'est pas réalisé à plat va pardonner plus de choses. Il va peut-être pas se défaire tout de suite. Alors que le monofilament, si le nœud n'est pas à plat, dans l'heure, le nœud aura sauté. Et dernière chose, prenez soin de décaler les nœuds sur une des berges et non pas sur l'incision. Alors attention aussi à assez serrer la suture pour ne pas risquer d'entraîner une mobilité des lambeaux lors de la phase de cicatrisation et du coup altérer en partie celle-ci, mais à ne pas trop serrer la suture non plus, ce qui risquerait d'entraîner une ischémie locale et donc une souffrance tissulaire, ce qui n'est pas bon non plus pour la cicatrisation. Alors, je vais vous passer en revue les points les plus communs. Le plus connu est le point simple, ou point en haut. Donc, insertion de l'aiguille dans le lambeau mobile en imprimant un mouvement de rotation à celle-ci. Passage dans la gencive fixe, ici la gencive palatine. Double nœud à plat dans un sens pour bien serrer le nœud. Et nœud simple à plat dans l'autre sens pour bloquer le premier nœud. On décale ensuite le nœud pour ne pas qu'il se retrouve sur le trait d'incision. C'est un bon test pour s'assurer que le nœud ne va pas s'ouvrir par la suite, au cas où il n'aurait pas été correctement bloqué. En le déplaçant, il ne doit absolument pas se détendre. Alors, j'ai une petite vidéo pour montrer le point simple et aussi d'autres choses que j'ai évoquées précédemment. Et elle vient de sauter. Vidéo qui avait été réalisée dans le cadre de l'IRCAD au cabinet. Alors ici, vous voyez la lame coudée, vous voyez qui est là fixée sur son manche et qui va permettre de faire une incision dans un endroit compliqué, ici un secteur molaire. Vous voyez, pour atteindre la face distale là, de cette prémolaire, cette lame est vraiment très très pratique.
Autre chose dont je n'ai pas parlé, c'est l'étendue du lambeau. Ici, un lambeau bien étendu en distal va permettre un décollement sans réaliser de décharge, en voyant bien et en ne risquant pas de déchirer le lambeau. Pour décoller, on aime beaucoup chez nous au cabinet utiliser ces petites curettes qui sont commercialisées par Stoma, qui ont cette courbure très intéressante aussi pour aller dans différents endroits et qui existent en 3 tailles. Là, on a une taille intermédiaire. Le bout de la curette peut être un petit peu plus petit ou un tout petit peu plus large. Voilà, donc là, vous voyez bien qu'on arrive parfaitement à visualiser sans avoir de décharge grâce à cette étendue distale du lambeau. Donc là, les implants sont posés. On avait une crête fine au départ. Donc là, on va faire la technique du lambeau décalé, c'est-à-dire on va interposer un petit peu de pangène pour protéger le volume osseux en dessous de la salive. Et on va réaliser un point simple sans serrer le nœud pour vraiment obtenir une immobilisation des berges, mais sans qu'elles soient berge à berge, pour obtenir cette cicatrisation. On t'a perdu, Anne-Claire, on t'entend pas. Anne-Claire? Allô, allô? Ah, c'est bon, t'es revenu. Ouais, super, pardon. Impeccable. J'ai senti mon micro s'arrêter, donc j'avais arrêté la vidéo. Là, c'est tout bon pour vous, Anna? Nickel. On t'entend très bien, Car, c'est bon. Ok, Merci. impeccable. Excusez-moi. Voilà. Donc, vous... Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Donc, vous voyez ici tout ça. Ça va être grâce au potentiel fibrogénique de l'os, ça va se transformer en gencive kératinisée, avec les conseils de brossage que je vous ai donnés précédemment. Vous voyez, 3 mois plus tard, cette magnifique gencive obtenue sans greffe de épithélo-conjonctive ou autre de nécessaire. Juste le travail de la nature. Alors, maintenant, le point en X, qui est un autre point connu. Attention à l'ordre de passage, parce que souvent, on fait les points on croit faire des points en X, mais c'est des points en X de travers. C'est-à-dire qu'il faut démarrer comme un point en haut, vestibulaire à lingual, ou en palatin, puis on repasse en vestibulaire pour retourner en palatin. Et on fait le nœud avec le petit chef qui se trouve en vestibulaire. Et comme d'habitude, on décale le nœud sur une des 2 berges. Ce point peut être utilisé par exemple au niveau d'une alvéole d'extraction pour maintenir une éponge de collagène, comme c'est le cas là sur ces photos. Hein. Maintenant, le point en U. Il va permettre une traction plus importante des tissus qu'un point en O ou en X. Le départ est le même que pour un point simple, vestibulaire à palatin ou lingual. Mais une fois l'aiguille ressortie en palatin, ici, on repique en palatin pour retourner en vestibulaire. Et on réalise ensuite le nœud comme d'habitude. Alors, j'ai une petite vidéo à vous montrer pour vous montrer cette traction que l'on peut obtenir. On va reprendre ensemble les différents principes. Hein. Passage de l'aiguille dans l'embout mobile en imprimant un mouvement rotation à celle-ci. On va ensuite passer dans la gencive fixe.
prenez bien soin à chaque passage de l'aiguille de tirer le fil pour éviter de vous emmêler les pinceaux après. Pas avoir de boucles qui se forment. Là, donc on repique en palatin. Et pour revenir en vestibulaire. Alors maintenant, toute l'importance du nœud. On va faire un double nœud à plat dans un sens pour bien serrer le nœud. Et vous allez voir, tracter la gencive jusqu'à la position voulue. Là, on a fait ce double nœud à plat, on tire, et on tracte. On tracte, on tracte, on tracte. Et on s'arrête lorsque on a aligné les collets. Ensuite, un nœud simple dans l'autre sens pour bloquer le premier nœud. Alors, vous voyez, là, des points simples ont été réalisés au niveau des incisions de décharge et vous voyez le résultat, la gencive a été tractée à l'endroit voulu et n'est pas mobilisée lorsque l'on bouge la lèvre. Très important. Ensuite, les points de matelassier vont permettre la traction la plus forte du lambeau en minimisant le risque de déchirure. Et du fait que les fils passent au-dessus du trait d'incision, ils vont permettre un ancrage et un plaquage intime du lambeau sur l'os. Alors attention, ils ne se suffisent pas à eux-mêmes. Ils sont toujours à associer à des points simples qui assureront l'herméticité des berges. Il existe deux points de matelassier. Tout d'abord, le matelassier vertical, qui va permettre un rapprochement des lambeaux sans aplatir les papilles ou les déchirer par traction. Alors comment procéder? C'est un peu plus compliqué. Cette fois-ci, le premier passage de l'aiguille se fait en palatin, assez apicalement, de l'extérieur vers l'intérieur du lambeau pour ressortir toujours en palatin, de manière moins apicale. L'aiguille est ensuite repiquée en vestibulaire, de l'extérieur vers l'intérieur du lambeau, puis repiquée un petit peu à côté, parallèlement au lambeau, de l'intérieur vers l'extérieur. On fait ensuite le nœud avec le petit chef se trouvant en palatin. Alors j'utilise pour ma part plutôt le matelassier horizontal, je trouve le vertical un petit peu trop sophistiqué. Matelassier horizontal qui a les mêmes avantages que le vertical, mais qui peut être utilisé pour des espaces plus larges. Pour celui-ci, le premier passage de l'aiguille se fait aussi en palatin, de l'extérieur vers l'intérieur du lambeau, pour ressortir toujours en palatin, de manière parallèle par rapport au trait d'incision. Et on fait de même en vestibulaire. Passage de l'aiguille de l'extérieur vers l'intérieur du lambeau, puis repiquer un peu à côté de manière parallèle par rapport au trait d'incision, de l'intérieur vers l'extérieur du lambeau. Et on fait ensuite un nœud avec le petit chef se trouvant en palatin. Pour terminer, la plus belle des sutures, le surjet, qui va permettre de suturer des incisions de grande étendue. L'avantage étant un gros gain de temps, l'inconvénient, et pas le moindre, c'est que si la suture craque ou que la gencive se déchire par la suite, tout se réouvre. Pour faire un surjet, on procède comme un point simple. Mais après avoir coupé le nœud, après avoir fait le nœud, pardon, on va couper le petit chef et au lieu de couper le grand chef, on va réutiliser ce grand chef pour faire un point simple juste à côté, sans trop tirer sur le fil, sorti en palatin, parce qu'il faudra repasser dans la boucle qui se trouve entre le nœud et le deuxième passage vestibulaire. Il faut ensuite tirer le fil et procéder de la même façon, de proche en proche, jusqu'à arriver au bout de l'incision. À ce moment-là, ne pas tirer complètement le fil au dernier passage,
de manière à prendre la boucle formée, de manière à prendre cette boucle formée comme on prendrait le petit chef et faire un nœud comme d'habitude. Alors, on va regarder le maître docteur Jabour faire un surjet pour mieux comprendre. Donc là, je vous ai mis la vidéo un peu en accéléré. Donc vous voyez, il fait son point simple pour commencer. Il coupe le petit chef, il le décale bien pour ne pas être sur le trait d'incision. Donc piquer en palatin, en vestibulaire, et là c'est aller un peu rapidement, mais repasser dans la boucle. On va voir toute la crête, donc ne vous inquiétez pas. Vous voyez à chaque fois, palatin, vestibulaire, là il prend bien soin de piquer dans la gencive kératinisée, vous voyez, jamais dans la gencive libre. Palatin, vestibulaire, et là il va repasser dans la boucle. Voilà. Donc là, on arrive vers la fin du surjet. Voilà, donc là, vous voyez, au dernier passage, il n'a pas complètement tiré le fil, de manière à prendre la boucle formée comme on prendrait le petit chef et faire un nœud comme d'habitude. Et je remercie encore le docteur Jabour qui avait fait cette chirurgie dans le cadre d'une formation qu'on avait fait chez nous au cabinet. Ici, un autre exemple de surjet réalisé au cabinet. Voilà le résultat en fin de chirurgie. Et là, à 10 jours post-opératoire. On vérifie bien quand on fait un surjet et un suivi du patient qui est important, évidemment, parce que on ne peut pas se permettre de laisser le patient dans la nature avec une suture comme celle-là. Il faut bien être attentif à ce qu'il n'y ait pas de réouverture, de déchirure de la gencive ou autre. Un dernier exemple de surjet que j'avais réalisé avec des greffes, après des greffes allogéniques complètes d'un maxillaire atrophié. Voilà l'aspect en fin de chirurgie. Ici, la gencive à 10 jours. On voit avec le brossage qui n'est pour le moment pas très efficace que la gencive est un petit peu inflammatoire, ce qui est tout à fait normal. Et vous voyez à 3 semaines, une fois le brossage plus vigoureux et les fils tombés, on obtient ce très bel aspect de gencive. Alors, pour conclure, de la même manière qu'on fait en amont de sa chirurgie, sa planification implantaire avec choix de la longueur du diamètre de l'implant, guide radio, guide shear, etc. Je vous conseille vivement de planifier aussi vos incisions en prenant des photos de la gencive et en vous imaginant votre tracé d'incision ou en imprimant la photo et en le dessinant pour avoir vraiment bien en tête ce que vous allez faire avant même de démarrer la chirurgie, de manière à aborder l'acte de manière plus sereine, de ne pas avoir d'hésitation et donc de ne pas perdre de temps et de faire des incisions bien franches. Voilà, j'espère avoir été claire et avoir pu vous apporter les informations que vous attendiez. Et je termine par ces quelques photos de ma belle ville de Strasbourg pendant le confinement, en espérant revoir rapidement ces lieux remplis de vie comme c'est le cas normalement. Merci Anne-Claire. Avec plaisir, Julien. Et j'attends vos questions s'il y en a. Il y en a, mais pas beaucoup. Donc, en effet, si vous êtes à même de poser des questions, vous avez, je le rappelle, la petite bulle qui vous permet de chatter. Vous cliquez dessus, vous écrivez votre question et puis je la pose en direct à Anne-Claire. Elle se fait un plaisir de vous répondre. Donc, n'hésitez pas, on a un petit peu de temps. S'il n'y a pas beaucoup de questions, c'est rassurant, c'est que c'était clair. C'est ça, c'est ce qu'on dit souvent. C'est que Michael, sa maman m'a écrit. Il a dit bravo Anne-Claire, c'était très clair. Ah, il est gentil, merci Michael.
Moi, j'ai une question, Anne-Claire, du docteur Carpentier qui dit pourquoi faire quand même des points si le décollement est minimum? Pas la question. Ouais, À partir du moment où on fait une incision, on fait des points de suture. on t'entend pas très bien. Le micro est peut-être un peu éloigné, je sais pas. Là, c'est mieux? Oui, tout à fait, on t'entend. Je disais, je comprends pas la question. À partir du moment où on fait une incision, forcément, on fait des points. Donc, Bah, si le docteur Carpentier veut bien être plus précis, me reposer la question par écrit. tu peux me relire la question? Peut-être que Bah, quelque chose il y a m'a écrit échappé. avant, il y avait écrit juste point de suture, lâche et non jointif. Il y avait rien, point d'interrogation, il y avait rien. Et après, il y a Ah, juste pourquoi faire quand même des points si le décollement est non. minimum. Voilà. Alors j'ai compris. Non, j'ai compris et c'est une très bonne question. Pourquoi faire un point de suture si c'est pour que ce soit un point de suture très lâche comme j'en ai montré? C'est quand même important que la gencive ne se balade pas. Même s'il parle d'un décollement minimum, je pense que le lambeau est quand même suffisamment décollé pour permettre un mouvement de la gencive. Et qui dit mouvement dit impossibilité de cicatrisation correcte. Donc, même si les points sont lâches, c'est important de les faire quand même. Le docteur Carpentier précise, Anne-Claire, et de petites étendues. Voilà, et il te remercie. Il dit c'est ça, il te remercie. Ok, très bien. Voilà. Voilà. Quelles sont les zones à risque où il faut éviter les incisions? Question du docteur Salim. Alors, les zones à risque, j'imagine que ces zones à risque anatomiques, on va éviter d'inciser au fond, au niveau du plancher lingual, évidemment. Il faudra faire attention à l'émergence du nerf mentonnier, ce genre de choses. Après, il suffit de prendre un bouquin d'anatomie et de regarder le passage des gros vaisseaux pour comprendre où est-ce qu'il faut éviter d'aller inciser. Entendu, Anne-Claire. Bah, écoute, il n'y a pas d'autres questions. Par contre, je partage avec toi quand même les quelques, s'il y a des questions qui arrivent. Ça y est. C'est toujours comme ça et c'est bien. Je partage avec toi les quelques appréciations parfaitement claires. Merci, Anne-Claire. Belles images, présentation impeccable. Voilà. On Merci a pour une cette question de présentation. Dr Meul. Il y a une On a docteur une Moll, ouais. question. C'est ce que je viens de Ouais, voir. Tout à fait. pardon. Le docteur Moll te dit bonjour, Anne-Claire. Lambeau pour apposition de matériaux osseux au niveau des décharges. Traction du lambeau sans déchirure post-incision pleine, épaisseur ou pas? Comment? Point d'interrogation. Alors, vous pouvez répéter la question? Ouais, c'est ça. C'est compliqué Merci. de l'interpréter. Il y a écrit, c'est mot pour mot, hein, Oui, vas-y. lambeau pour apposition de matériaux osseux au Oui, niveau des décharges. Point. oui, oui. Traction du lambeau sans déchirure post-incision Uhum, point, oui. ouais. Incision pleine épaisseur ou pas? Et comment? En interrogation. Alors, il y a 3 questions en une, en fait. C'est ça. Première chose, moi, j'ai pas du tout évoqué autre chose que les lambeaux de pleine épaisseur. Parce qu'il y a des lambeaux d'épaisseur partielle qui vont être utilisés plutôt pour les chirurgies parodontales ou des grosses greffes d'apposition osseuse qui permettent de beaucoup plus tracter les lambeaux. Donc là, on parle uniquement de lambeaux de pleine épaisseur et donc d'incisions toujours de pleine épaisseur. Ensuite, les incisions de décharge, elles sont toujours à réaliser à distance du site opératoire, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire notre décharge là où on va poser l'implant ou on va greffer, parce que la cicatrisation doit être faite à distance, la cicatrisation osseuse doit être faite à distance de la cicatrisation gingivale. Et la troisième question, le déchirement au niveau des décharges, ben, je ne sais pas si je réponds à la question réellement qui a été posée, sinon que la personne peut-être repose la question de manière un peu plus claire. Mais à partir du moment où vous avez fait un lambeau, s'il n'est pas assez étendu et que vous commencez à décoller, en tirant sur la gencive, la décharge va se créer d'elle-même. Et la déchirure n'est pas une coupe franche et linéaire comme j'ai indiqué qu'il était nécessaire de faire. Donc c'est important euh,
de prévoir en amont en fait cette décharge et non pas qu'elle se crée elle-même. J'ai d'autres questions. Le temps que Julien ouvre la porte parce que ça sonne à la porte. Voilà, donc c'est comme ça la vie réelle. Donc il y a docteur Janus, c'est Julia. Hein. Conseilles-tu faire des points de suture après l'extraction simple? Merci. Bonjour Julia. Alors, tout dépend de la situation. Là, justement sur cette image que vous voyez à l'écran, on a fait ces points X sur un site d'extraction parce qu'on a mis des éponges de collagène. Après, moi, il m'arrive de ne pas mettre de point de suture. En général, je mets des sutures dans ces cas-là si j'arrive à tracter peut-être un tout petit peu la gencive pour qu'il y ait une fermeture un tout petit peu plus importante que celle qui serait faite naturellement. Mais c'est à voir au cas par cas. Il n'y a pas une réponse précise pour toutes les extractions. Une question, docteur Ali Barou. Monofilament ou tressé? Quel impact sur la qualité de la fermeture et la cicatrisation, cher Claire? Alors, comme je disais, les fils vraiment à privilégier pour faire une chirurgie et avoir le moins de suites post-opératoires, ce sont les monofilaments. Parce que ils vont, comme j'ai expliqué avant, beaucoup moins retenir la plaque, voire pas du tout. Le seul endroit où le monofilament va retenir la plaque, ça va être au niveau du nœud. Alors que le fil tressé, qui lui est un assemblage de monofilaments, va être rétenteur de plaque sur toute sa longueur. Ok, Julien est revenu, mais je continue. Hein, ça y est, je suis lancée. Je suis là, excusez-moi. D'accord. La question docteur Dessus de Brest hein, et le point de Blair Donati. Intérêt un chirurgical ou pas? Alors, c'est une question qui me fait sourire parce que le point de Blair Donati, c'est un point que mon père m'a appris il y a justement 15 ans et qui est un point un peu plus complexe hein, parce qu'il va permettre de tracter le fond du vestibule. Donc, je ne l'ai pas du tout abordé aujourd'hui parce que je ne considère pas que ce soit un point simple, un point commun. Mais oui, il est très important en chirurgie orale. Mais malheureusement pas détaillé ce soir. Je reprends le relais, Anne-Claire, merci. Il y a une question aussi, en te précisant que c'est un exposé très clair et net du docteur, marqué docteur Beau, je crois. La suture paramarginale dans un parodonte fin à 1 mm de sulcus ne risque-t-elle pas de léser l'attache épithéliale et donc de créer une récession séquelaire? Ben non, c'est bien le but. Si on respecte ce millimètre, a priori, il n'y a pas de raison, si vous ne décollez pas ce sulcus, qu'il y ait des séquelles par la suite à ce niveau-là. Écoute, sauf erreur de ma part, c'est la dernière question pour l'instant. Non. Non, il y en a une qui apparaît. Oui, parce qu'il y a des questions qu'on me pose en privé et comme ils ne sont pas tout à fait au point d'y répondre, donc je transmets à Claire. Hein. Mais il y en a une qui vient d'apparaître là, hein, du docteur Boumala, sur le chat aussi. D'accord. Ah, en tout cas, j'espère que personne ne m'envoie des questions à moi en privé parce que j'ai pas le chat de visible. Hein. Attention, si jamais quelqu'un a posé une question directement à moi, il faudrait la poser à Julien ou Anna. Voilà, vous mettez everyone, vous avez la possibilité de mettre tout le monde et comme ça tout le monde voit les questions, c'est pas un problème. Il y a une question du docteur Boumala qui demande les incisions de décharge, les faites-vous systématiquement en chirurgie pré-implantaire ou bien étendre l'incision sulculaire pourrait suffire? Alors, qu'est-ce qu'il entend par chirurgie pré-implantaire? C'est-à-dire avant de poser un implant, c'est-à-dire pour réaliser une greffe? Si c'est ça la question, oui, pour réaliser une greffe, on a un contexte osseux qui est en défaut. Donc, il est essentiel de réaliser des incisions de décharge pour bien visualiser. Je pense que ça a répondu à la question. Si le docteur Boumala veut bien répondre par écrit, comme ça, si on a bien répondu à sa question, si le docteur Anne-Claire Metz a bien répondu. Et puis Anna, je te laisse la main. Oui, tu as bien répondu à la question, Anne-Claire, c'est confirmé. Pouvez-vous redonner les conseils post-op de brossage? Alors, les conseils post-op de brossage dont j'ai parlé, ça concerne uniquement
les interventions pour lesquelles on fait des points de suture lâches, c'est-à-dire où il y aura une cicatrisation de seconde intention. Donc, je veux bien les répéter, mais ce n'est pas du tout les conseils de brossage qu'on donne systématiquement aux patients. Par exemple, les conseils de brossage ne seront pas les mêmes pour ces 2 cas que pour celui-ci. Quand les berges de gencive sont actives, le patient, dès le soir même, pourra utiliser sa brosse à dents post-opératoire. Nous prescrit la Inava 700e avec le bain de bouche dilué en y allant doucement. Par contre, à partir du moment où on a les berges qui ne sont pas bord à bord, là, c'est important que le brossage soit beaucoup plus doux. C'est-à-dire que pendant 2-3 jours, le patient ne touche pas du tout la zone avec la brosse à dents souple, ni avec rien d'autre d'ailleurs. Il fait uniquement des bains de bouche. Et ensuite, avec la brosse à dents souple et le bain de bouche dilué, il va vraiment y aller tout en douceur, venir caresser cette zone, comme ça, pendant quelques jours, en augmentant le brossage au fur et à mesure, en fonction de la sensibilité. Et c'est que vers une vingtaine de jours post-op qu'il va pouvoir reprendre sa brosse classique si le site n'est plus sensible du tout. Claire, tu veux pas remettre ta caméra pour qu'on te voit un peu? Parce que Je n'ai pas de caméra, Anna. Je suis désolée. d'accord, Il faut m'en d'accord, offrir bien. une. Ça marche, ça marche. Alors, une autre question. Quel point de suture pour contrôler le saignement important, par exemple, lors de toucher l'artère palatine descendante? Alors, personnellement, je n'ai jamais suturé une artère palatine. Enfin, j'ai la chance de ne jamais avoir incisé l'artère palatine. Si ça devait m'arriver, je pense que j'utiliserais plutôt le bistouri électrique que la suture, ou même tout simplement en fait la compression avec un tampon de gaz et de l'hexacil. Et le début de la question, c'était quel type de suture pour éviter l'hémorragie, un truc comme ça. Tout simplement des sutures, pour le coup, là, bien serrées. On ne pourra jamais de la vie se permettre de faire des regains de gencives, comme je vous ai montré, chez un patient à risque important de saignement. C'est hors de question. Même au contraire, chez les patients à risque important de saignement, on va même mettre éventuellement sous la suture, donc bien serré, du pangène, pareil avec un petit peu d'hexacil, qui permettra une coagulation plus rapide. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas d'autres questions. C'était très clair. Merci beaucoup, Anne-Claire. Merci encore à grand tous ceux plaisir. qui ont traversé avec nous cette épreuve de confinement. J'espère que tout le monde est armé maintenant pour attaquer la semaine qui vient et faire des limbeaux et sutures autrement que pour coudre les masques. Voilà, donc on vous remercie tous, on vous souhaite bon courage, faites bien attention à vous. On va certainement continuer les webconférences parce que ça fonctionne assez bien. Je vous enverrai un petit questionnaire pour que vous puissiez me donner vos retours et aussi des idées sur les thèmes abordés. Un énorme merci à nos 10 conférenciers qui ont répondu présent tout de suite. C'était vraiment fantastique. Donc, si tout va bien, on se retrouvera à la fin de la semaine qui vient pour faire le point sur le démarrage d'activité, pour échanger, pour donner des conseils, des petites astuces, pour continuer à se former ensemble. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Anne-Claire. Merci. Merci à tous. Merci Bonne Anne-Claire. soirée, bon week-end. Très bonne soirée et bon courage pour Merci, lundi à ceux qui reprennent. Merci, vous aussi, oui. Merci Anne-Claire. Merci, au revoir. Merci.